Now we have some news to bring you about the former Prime Minister, Margaret Thatcher. We have heard from her spokesman, Lord Bell, that she has died this morning. Première ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990, Margaret Thatcher meurt le 8 avril 2013, à l'âge de 87 ans. Spontanément, des manifestations festives s'organisent. La chanson du magicien d'Oz, Ding Dong, la sorcière est morte, se hisse en tête des hit-parades et plonge les radios publiques dans l'embarras. She started the whole neoliberal madness that we're all suffering from now. That legacy was turning over public services and starting the greed for the bankers. And I think everyone knows it started in Britain. Can I just ask, is it the right time to have a party, really? Yeah, it is, yeah. Ils sont allés la chercher pour la mettre dans un cercueil. Ensuite, ils l'ont sortie pour la brûler. Et une fois complètement consumée, on a dansé sur ses cendres. Une femme de la petite classe moyenne dont le Parti conservateur n'aurait jamais pu imaginer se hisser jusqu'au sommet. Margaret Thatcher a grandi dans les années 20-30, quand le communisme et le fascisme étaient à leur apogée. Et ça l'a profondément influencée, dans le sens où elle a développé une haine de la tyrannie, de l'absolutisme, des dictatures des deux extrêmes. Ça l'a marqué à vie. Margaret Thatcher a 20 ans en 1945. Elle voit émerger le nouveau monde de l'après-guerre et ses idées de solidarité sociale. Des idées aux antipodes de ses convictions libérales, fondées sur la responsabilité individuelle que sa famille de petits commerçants lui a inculquée. Elle va largement contribuer à détruire ce monde de l'après-guerre pour lui substituer le monde néolibéral dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Elle s'engage en politique au début des années 50. Depuis les années 20, les femmes sont majoritaires dans le Parti conservateur, appelé aussi Tory, même si les élus sont rares. C'est le parti qui a donné le droit de vote aux femmes en 1928. Margaret Roberts, épouse Thatcher, devient députée dès 1959. Elle ne perdra plus jamais aucune élection, et les journalistes posent d'emblée les vraies questions. Have you been able to combine your political life with looking after a family, running a home? Well, I mainly do the catering here. I like cooking and I do the shopping and always a big batch of cooking at the weekend. And of course there are the parliamentary recesses which coincide with the school holidays, so I can see quite a good bit of the children and take them out. Certainly until these two are a little older, I couldn't take on any more political responsibilities. These responsibilities are quite enough. Tout au long des années 60, elle poursuit une carrière discrète de conservatrice classique. Et en 1970, elle est nommée ministre de l'Éducation, un portefeuille fréquemment confié aux femmes. Le Royaume-Uni n'a pas réussi à relancer son économie après-guerre, à la différence de ses voisins européens. Et le premier choc pétrolier de 1973 précipite son effondrement. Margaret Thatcher n'a son mot à dire que sur l'école et observe impuissante. Industry needs power. So do hospitals. So do essential services. At home, you could get by with less. So switch off some power. Now. Le nombre de chômeurs triple et dépasse le million. L'inflation grimpe jusqu'à 24% en 1975. Every time the British housewife goes shopping, she gets a new shock with the price rises. Le pays s'enfonce dans la pauvreté. À cette époque, les ados en Angleterre ne se disaient pas « Oh, les conservateurs, oh, les socialistes ». On trouvait juste que la vie était
pourri. La télé s'arrêtait tôt. On ne pouvait pas aller boire un verre. Il n'y avait quasiment rien à faire. Les gens étaient au chômage. La vie était chiante. Si vous écoutiez les infos, c'était le cauchemar. C'était gris. Il y avait du terrorisme. Il y avait des grèves. C'était chiant et misérable. Ce n'était pas violent et misérable. C'était chiant et misérable. Et on sentait qu'il fallait que ça change. Tout au long des 30 Glorieuses, les gouvernements de gauche comme de droite, au Royaume-Uni et plus largement en Occident, ont adopté la pensée économique dominante de l'époque, le keynésianisme. Ils prônent l'intervention de l'État pour compenser les chocs que provoque le marché. Dans les années 70, la boîte à outils économique dominante tombe en panne. Le keynésianisme, l'idée de gérer l'économie par la demande, et les outils développés pour ça semblent moins efficaces. Particulièrement au début des années 70, où l'Angleterre est en stagflation, c'est-à-dire une faible croissance et une forte inflation. Les modèles dominants peinent à expliquer ça. Une autre école de pensée économique en plein essor, le néolibéralisme, prétend au contraire exclure l'intervention de l'État pour laisser, comme avant-guerre, le marché libre et non faussé. L'Autrichien Friedrich von Hayek et l'Américain Milton Friedman en sont les deux grandes figures. Turning off the tap, reducing the flow of money and spending power in the economy now has the highest priority. Pour simplifier, il va falloir accepter une augmentation du chômage puisque vous n'allez plus injecter d'argent dans l'économie pour garantir qu'il y ait des emplois. Vous allez au contraire vous concentrer sur le problème de l'inflation. Both to stop inflation and to restore a functioning market will cause a great deal of further disorganization, as we now see an increase of unemployment. So we have to face ourselves to very severe hardships. Let me, for a moment, outline what I think are the directions you have to take, and then maybe we can discuss each of them. I think there are three. Number one, on the level of taxation. The second level is in the social service area. Third, you need to get rid of your nationalized industries and turn them back to the private sector. Un petit groupe de conservateurs est convaincu que ces théories sont la solution aux problèmes que personne ne parvient à régler. Ni leur parti désormais dans l'opposition, ni le parti travailliste au pouvoir. L'un de ces missionnaires évangélistes du libre marché est Keith Joseph, dont Margaret Thatcher s'est rapprochée lorsqu'ils étaient tous les deux ministres. Keith Joseph était son principal conseiller théorique, en quelque sorte. Et il lui a expliqué comment fonctionnait l'économie. Elle disait souvent qu'elle avait appris les principes du libre marché en s'intéressant à l'entreprise de son père. Son père était un petit commerçant, même s'il avait réussi. Et il lui a transmis la philosophie du libre marché. Parce que bien sûr, dans son épicerie, il vendait des produits qui venaient du monde entier, qui arrivaient là grâce au libre marché et au libre-échange. Ça faisait donc partie de son éducation. My father went out to work at the age of 13. He told me he was paid 12 shillings a week. And of that, 10 shillings a week went to your board and lodging, 1 shilling to savings. And only then did you spend. Donc pour elle, ça a été la fusion de sa propre expérience et de ses idées qu'elle découvre grâce à des membres du parti, dont Keith Joseph et aussi certains think tanks. En 1974, Keith Joseph compte se présenter à la tête du Parti conservateur pour y imposer cette nouvelle doctrine économique. Mais il prononce un discours dans lequel il préconise d'empêcher les jeunes femmes pauvres de faire des enfants afin d'éviter la dégénérescence de la nation. There were demonstrations outside his house and everything else. And then all of a sudden, he just came along to me and said, "Look, I want you to know that I have decided I'm not going to stand for the leadership." And I said straight away,
Well, if you're not, I'm going to. Une des forces de Thatcher en 1975 est que personne ne l'attend. Elle n'est pas membre de l'establishment britannique, elle n'est pas un homme, elle ne s'est pas battue pendant la Seconde Guerre mondiale. Quand elle se déclare candidate pour diriger le Parti conservateur, elle sait que soit elle gagne, auquel cas elle pourrait devenir première ministre, soit elle perd, auquel cas elle n'aura plus jamais de fonction ministérielle. Bien sûr, pour des gens qui ont plus d'expérience du pouvoir, des carrières plus tracées, c'est un pari très dangereux. Mais elle est prête à tout miser. Oh, there's only one chance in life for women. 'Tis the law of life. Le 11 février 1975, Margaret Thatcher gagne son pari et prend la tête du Parti conservateur. Il reste pourtant un obstacle à ses ambitions de future première ministre. Dans l'opinion, elle a l'image d'une grande bourgeoise qui a épousé un millionnaire, indifférente aux problèmes des classes les plus gravement touchées par la crise économique. D'autant que lorsqu'elle était ministre de l'Éducation, elle avait supprimé la distribution gratuite de lait aux enfants. La presse l'avait qualifiée de femme la plus impopulaire d'Angleterre. Elle a donc gagné son premier surnom avant d'être première ministre dans le gouvernement précédent, quand on l'a appelée Maggie Thatcher, la choureuse de lait. Ça avait gravé cette image d'une horrible femme qui spolie les enfants innocents. Pour reconquérir l'opinion, décision insolite pour l'époque, Margaret Thatcher engage Gordon Rees, un producteur de télévision, afin d'améliorer son image. Il la persuade d'insister sur ses origines modestes. Do you feel that this rather prosperous life that you lead, do you feel that this makes it harder for you to understand ordinary people's problems? No, not at all. As you know, I had a very ordinary background and was brought up without living in help, in a very, very ordinary home in a small town. And I'm always rather glad that I was brought up in a small community like Grantham. Ses conseillers se rendent compte que tout ça est utile précisément parce que ça la présente comme en dehors de la classe dirigeante traditionnelle, comme quelqu'un d'ordinaire, quelqu'un qui peut attirer un certain type d'électeurs. Inga is unmarried and lives at home with her parents. She supports the Conservative Party. A very clever woman, actually. I've read a little bit about her background, and her father recognised her from a very early age. She got a very good brain, and he educated her. Entre autres, il fallait repenser son look, se débarrasser un peu des perles et des chapeaux qui la présentaient comme cette riche dame Tory de la haute. Et donc, on commence à la voir porter des tabliers, comme une ménagère. Elle en usait et abusait sans vergogne. Elle avait tout appris en vivant au-dessus de la boutique. Phrase cruciale. Vivre au-dessus de la boutique. Comment gérer l'argent? This is Grantham. I remember it very well. That was my bedroom window. Elle se servait de cette analogie pour démontrer ses origines modestes. Comment elle avait surmonté l'adversité. Quand bien même, il faudrait un microscope pour trouver une quelconque adversité. Et pour justifier l'idée, qu'elle répétait sans cesse, qu'elle gérait l'économie avec la même prudence que son propre foyer, sa propre cuisine. We have to decide whether you should have any more subsidies from the taxpayer's pocket, over and above. Sa méthode, c'était de dire « tous ces hommes experts vous ont embrouillé avec leur jargon » pour que ce soit impossible à comprendre. Et ils font n'importe quoi. Mais nous, les femmes, les ménagères, comme disaient les gens à l'époque, on gère le budget du foyer, alors que les prix montent tout le temps. On les comprend, ces problèmes, et on a des solutions pratiques. C'est pour ça qu'elle adorait être filmée avec un panier de courses. This is what £1 would buy for the housewife in groceries at the end of the Tory government in 1974. There you are, February 1974. This is what £1 will buy under Labour today.
Just you imagine if they had another 5 years, I'd only need an envelope to carry about running about. Elle savait que l'avantage d'être la seule femme dans un monde d'hommes, c'est que tout le monde vous regarde. Il y a tout un tas de costumes autour de vous, et il y a vous. Elle faisait tout pour en jouer, et elle était très professionnelle et attentive à comment je me coiffe, est-ce que j'ai la bonne tenue. Elle aimait dire « je dois être parfaite pour l'Angleterre ». Elle a même fait remplacer toutes ses dents. Tout ce qui pouvait faire obstacle à son message, elle s'en débarrassait. When the eyes of the nation are on you, you just can't afford a hair out of place. And it's not quite smooth on the top. There's still a little bit sticking up there. You can see it in the reflection. Elle a souvent été accusée au début de sa carrière, quand elle s'exprimait au Parlement, d'avoir une voix stridente. Ce genre de critique sexiste, genrée. Et je pense qu'il y avait l'idée qu'une voix de femme sonnait bizarre dans cet environnement. Ce n'était pas la norme que les femmes aient une place dans la sphère publique et aux positions de pouvoir. It said that Gordon Rees gave you humming lessons to improve the way you spoke. Humming lessons? I'm not a very good hummer. I just know that when you do get I mean, your voice is much lower than, yes, than it used to be. Well, yes, I'm not quite sure why. Elle faisait très attention à corriger tout cela. Elle n'était pas du tout innocente. How important has the advice of Gordon Rees been in the way you've presented yourself in this campaign? Do you know, I think he's consulted me, not I him. I think it's always been that way round. Le marketing politique était déjà bien établi. Ce n'était pas nouveau. Mais je pense tout de même que Thatcher et son gouvernement conservateur ont marqué un jalon significatif dans l'utilisation assumée de ces techniques. Son conseiller image, Gordon Rees, fait appel au service d'une jeune agence de publicité, Saatchi & Saatchi. Its chairman is Tim Bell. Bell? Hello. Hello. Can I ask you how the campaign's going? In the advertising world, Mr. Bell's agency is known as a highly creative and aggressive one. Ils ont travaillé dur pour associer des politiques économiques complexes à de petites phrases simples et marquantes, comme le remploi du mot « liberté ». I think we have to make a clear choice in favor of freedom. Coming shortly, the Conservatives. A great program for all the family. La publicité est devenue beaucoup plus sophistiquée après-guerre, année après année. Et bien sûr, Thatcher avait engagé les gens les plus intelligents, sans scrupules, sans principes, vénaux, cupides qu'elle pouvait avoir. Et pour leur propre enrichissement, ils ont employé leur intelligence aiguisée à détruire les gens et soutenir une idéologie vénale et cupide. C'est ça qu'ils ont fait. Ils veulent faire accepter l'idée que la société a changé. Désormais, tout le monde fait partie de ce grand groupe au centre de la société et ne doit pas voter en fonction de réflexes de classe. Les Thatcheriens ne cessent de dire que les idées de classe sont obsolètes, qu'il faut voter pour le parti qui est dans l'intérêt des gens ordinaires. Margaret Thatcher is a woman with a mission, and she believes the ordinary people of Britain will help her to accomplish it. Ce n'est pas tout le pays à qui elle plaisait. C'était une partie bien spécifique du pays. En fait, les gens et la classe sociale avec lesquels elle avait grandi. Les propriétaires indépendants, les petits commerçants. C'étaient les gens qu'elle considérait comme le peuple et qui étaient opprimés par les grandes entreprises, les syndicats, l'administration, le gouvernement. Et elle disait toujours que c'est pour eux qu'elle se battait. Une critique plutôt inattendue va contribuer à la construction de son image de marque. Elle avait fait un discours en 1976 contre l'expansion du pouvoir soviétique, critiquant les politiques de détente qui étaient à la mode à l'époque. Et le journal de l'Armée rouge en URSS, l'Étoile rouge, avait dit que l'Allemagne avait eu un chancelier de fer, Bismarck. L'Angleterre, elle, a cette femme. Elle n'était même pas encore première ministre.
Cette femme qui veut être la dame de fer. Parce qu'une femme ne peut pas être de fer. Elle a tout de suite vu comment en tirer parti. Yes, if that's how they wish to interpret my defense of values and freedoms fundamental to our way of life. Ce qui est fascinant avec Margaret Thatcher, c'est qu'elle est réellement très conservatrice, mais aussi extrêmement radicale, une combinaison assez inhabituelle. Je pense que ces deux éléments ont toujours été en elle, et que le secret de son succès politique est que les gens voyaient les deux. Car si elle avait juste été une néolibérale, un électeur conservateur normal se serait dit « Qu'est-ce que c'est que cette doctrine bizarre? Je n'y comprends rien ». Et si elle avait juste été une conservatrice traditionnelle, un électorat plus éduqué se serait dit « Elle est très étriquée. Que connaît-elle du monde ?» Donc, elle a combiné ces deux aspects et est devenue une conservatrice radicale. What do you think is the spirit of our present age? Oh, it's most interesting. We're going, I think, in the opposite direction from socialism. Socialism is in retreat, and we're going the other way. And it's a most interesting period. La croisade contre le socialisme et les promesses radicales de traitement de choc économique ne sont pas les arguments les plus payants pour séduire l'opinion. L'équipe de campagne de Margaret Thatcher s'empare de thématiques conservatrices beaucoup plus classiques. People are really rather afraid that this country might be rather swamped by people with a different culture. That if there's any fear that it might be swamped, people are going to react and be rather hostile to those coming in. We must hold out the prospect of a clear end to immigration. Je pense que beaucoup d'électeurs en 1979 votent pour Thatcher parce qu'ils pensent qu'elle va expulser les immigrés et pendre des gens, ce à quoi elle ne s'attelle en fait jamais. Une promesse de campagne fort attrayante, en effet, est de tenter de faire réinstaurer la peine de mort par le Parlement. Well, I like the hanging she's going to, and the trade unions, the attitude she has towards the trade unions. She's not going to hang trade unions. No, I mean, she wants to bring hanging back, and I agree with that. Yes. And she's going to try and bring income tax down, and it'll give you more incentive to work. Certains ne sont pas très motivés pour aller travailler. Le mouvement punk naissant résume l'ambiance générale en deux mots, No Future. Le futur semble en effet bien sombre. En 1976, le Royaume-Uni était au bord de la faillite. Le gouvernement travailliste avait dû appeler à l'aide le Fonds monétaire international pour contracter le prêt le plus important jamais accordé à un pays. Humiliation finale pour l'ancien glorieux empire britannique. L'agence Saatchi & Saatchi fait la synthèse brutale des performances du gouvernement. Sur l'affiche de campagne la plus célèbre de l'histoire du Royaume-Uni, travailliste ne rime pas avec travail. Fin 1978, les mesures d'austérité prises à la demande du FMI provoquent de gigantesques grèves. Pour ne rien arranger, l'hiver du mécontentement est glacial. Le pays est paralysé. C'est un atout supplémentaire pour la campagne de Margaret Thatcher. L'économie était dans un état épouvantable en 1979. Les gens étaient furieux que les syndicats aient créé un tel chaos en Angleterre. Et ils se rendaient compte que les syndicats empêchaient l'économie de fonctionner. Il y avait un problème avec les syndicats dans ce pays. Et on l'a particulièrement ressenti pendant le dit hiver du mécontentement, où les morgues étaient fermées. Il y avait carrément des cadavres qui s'empilaient dans les morgues et les hôpitaux. Les éboueurs étaient en grève. Les rues étaient pleines de sacs poubelles. Il y avait des coupures de courant.
Donc le sentiment de crise permanente au cours de cet hiver était assez phénoménal. Quelque chose devait changer. Ça aurait pu être un mouvement de gauche encore plus progressiste, redistributif. Mais en fait, ça a été cette mouvance néolibérale qui s'est agrégée autour de Thatcher. On Thursday next, its people will choose either to continue our lonely road towards socialism and poverty, or they will choose to turn again towards the free world of the Western democracies before it is too late. And I believe that more yes, do clap. À la sortie de l'hiver du mécontentement, la cote de popularité du gouvernement travailliste s'est effondrée au profit des conservateurs. Elle a été élue à une époque de grands bouleversements sociaux. Donc, aucun électeur normal ne prêtait attention à la rhétorique de libre marché, néolibérale, qu'elle employait. Ce qu'ils entendaient, c'était quelqu'un qui allait remettre de la discipline et qui serait ferme et forte pour prendre des décisions. Well, I think she's a very forthright woman. The fact of the Iron Lady comes over very much so in her appearance, in her manner, and as a woman, she's someone who seems to have great stamina, who can get up in the morning and follow it right through the day, and not flag as many of us would. Labour Party at the moment, 39%, the Conservatives, 43%. The world headlines tomorrow will be entirely in terms of the historic breakthrough a woman has now achieved. Prime Minister, could I ask you if you would tell us what sort of administration you would like to have over the next 5 years? Well, we shall be going inside and we shall be getting on with that as fast as we can. Prime Minister? And we'll hope to have some... Well, I think the first job is really to try to form a cabinet. Un partenaire fidèle ne sera pas de ce nouveau gouvernement. Le directeur de campagne de Margaret Thatcher, Erin Eve, est tué dans un attentat à la voiture piégée dans le parking du Parlement à Westminster. Elle avait confié à cet ancien agent du contre-espionnage le dossier de l'Irlande du Nord. Depuis 10 ans, dans l'espoir de rester unis, le royaume a déployé l'armée dans cette province où un conflit violent oppose les républicains, principalement catholiques, qui souhaitent la réunification avec la République irlandaise, et les loyalistes et unionistes, principalement protestants, qui souhaitent rester au sein du Royaume-Uni. Les assassinats et les attentats se multiplient. L'attentat contre Erin Eve est revendiqué par un groupe paramilitaire issu de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise provisoire. Avec encore un complice de moins dans son entourage, Margaret Thatcher est obligée de former un gouvernement qui reflète les différents courants de son parti. À part les quelques membres acquis à la cause comme son ministre des Finances Geoffrey Howe et bien sûr Keith Joseph à l'industrie, elle s'entoure de conservateurs traditionnels qui ont un certain mépris pour la fille d'épicier et pour ses idées. Elle doit batailler pour asseoir son pouvoir. Ses relations avec la reine ne sont pas idylliques non plus.
Mais celle-ci n'a pas de pouvoir politique et le conflit larvé se limite à une violente compétition de chapeaux. En revanche, elle va vite bénéficier d'un allié de poids hors du Royaume-Uni. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. And will, to the best of my ability, Ronald Reagan est élu président des États-Unis en novembre 1980. So help you God. So help me God. Ils croyaient au libre marché. Ils croyaient à la baisse des impôts. Ils croyaient en une défense forte. Ils voulaient vaincre le communisme. Et cette communion de pensée l'a énormément aidé. Et je pense que ça a aussi aidé Reagan. We know that we share one basic commitment. We believe that our solutions lie within the people and not the state. Elle faisait partie d'un virage international plus large. Et elle a cultivé sa relation avec Reagan et cultivé l'idée qu'ils avaient un projet politique commun qui dépassait l'Angleterre, qui était mondial. The crusade for freedom is your chance and mine to fight communism. Join now by sending your contributions to General Clay, Crusade for Freedom, Empire State Building, New York City. C'est une femme qui a été biberonnée à Hollywood. Quand elle s'échappe du carcan très strict de son enfance, elle passe beaucoup de temps au cinéma et Ronald Reagan est une star de cinéma. En fait de star, elle n'est pas non plus tombée sur Clark Gable, ce qui ne les empêche pas de se faire leur propre film. Vous voyez un homme et une femme combattant héroïquement l'Empire du Mal, l'URSS, je pense que ça lui plaisait. I've heard so much about you, Captain Custer. Me? Well, Ce sont deux personnes simples, ce n'est pas la même chose qu'être stupide, mais ils pensent tous les deux qu'il y a des solutions simples à mettre en œuvre. Évidemment, dans certains cas et dans leur logique, ils ont raison. Well, there I was, right out in the middle of Kansas, facing 500 crazy fanatics, heavily armed, and me with only 15 soldiers. Good heavens, Captain, how terrifying. What did you do? I sized up the situation at a glance, dismounted, and walked straight toward them. Mais ces solutions simples que leur dicte leur logique libérale se heurtent au deuxième choc pétrolier qui provoque au début des années 80 la pire récession mondiale depuis la guerre. La politique économique mise en place par le gouvernement Thatcher pour contenir l'inflation a des conséquences encore plus brutales que prévu. L'Angleterre avait commencé sa désindustrialisation de toute façon avant 1979. Thatcher l'a non seulement accélérée, mais son gouvernement n'a quasi rien fait pour compenser ou adoucir le processus, ce qui a provoqué d'immenses bouleversements économiques dans les années 80. C'est une politicienne très rusée, et je pense que la clé pour la comprendre, c'est de la voir comme une marxiste inversée. Parce qu'elle avait bien compris la maxime de Lénine. La bourgeoisie peut survivre à n'importe quelle crise tant que la classe ouvrière en paye le prix. Elle a simplement hérité d'un très haut taux d'inflation qui atteignait près de 20% à cause des augmentations de salaire que le gouvernement travailliste avait accordées aux syndicats. Sa politique de maîtrise de l'inflation s'est heurtée à cette énorme augmentation du coût salarial. Les syndicats ne sont pas vraiment de cet avis et demandent des augmentations de salaire. Face au spectre d'un nouvel hiver du mécontentement, le gouvernement recule devant les syndicats les plus forts, mais s'oppose frontalement aux plus faibles. Le plus faible d'entre eux est le syndicat de la sidérurgie, qui n'a pas fait grève depuis plus de 50 ans. Ils ne savaient pas faire grève. Un ouvrier m'a dit, on a demandé au siège du syndicat un manuel de piquet de grève. Ils ne savaient pas faire. Et il n'existe, bien sûr, aucun livre de ce genre. C'était comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. The future of the steelworkers depends upon becoming competitive, and that way is higher productivity. And if they get the money for extra pay from the taxpayer, that will lull them into a lack of urgency in becoming competitive. Les ouvriers de la sidérurgie ont perdu. Non seulement ils n'obtiennent pas les augmentations de salaire espérées, mais en plus, les usines ferment ou réduisent leurs effectifs. La défaite est cinglante. Dès 1980, le nombre de chômeurs atteint les 2 millions. The People's March for Jobs
The cause of the marchers reflecting the polarization of British politics in the last few years. Un taux de chômage très haut, on dit parfois aujourd'hui que c'était une politique thatchérienne délibérée. Je crois qu'ils étaient horrifiés par ce très haut taux de chômage. Ils voulaient vraiment le faire baisser. Et puis, paradoxalement, ce haut taux de chômage devient utile aux thatchériens parce qu'il affaiblit les syndicats. Et aussi parce qu'elle apprend quelque chose que je crois beaucoup de gouvernements européens apprennent graduellement dans les années 80. Un haut taux de chômage est en fait politiquement gérable. If I could press a button and genuinely solve the unemployment problem, do you think that I would not press that button this instant? Does anyone imagine that there is the smallest political gain in letting this level of unemployment continue? Or that there is some obscure economic religion which demands this level of unemployment as part of its grisly ritual? Let's kick out the Tories! Des émeutes éclatent dans les communautés les plus durement touchées par le chômage. D'abord à Brixton, dans le sud de Londres. It all began after a black youth who'd been stabbed was taken to a patrol car by police. D'autres émeutes éclatent un peu partout en Angleterre. La plus violente se déroule dans le quartier de Toxteth, à Liverpool, où le taux de chômage dépasse les 50%. La foule charge les policiers avec des poteaux d'échafaudage et leur jette dessus des camionnettes en feu. Les magasins sont pillés, 70 immeubles sont démolis. La police utilise des grenades et des techniques employées en Irlande du Nord. Ils chargent la foule en voiture et tuent un manifestant. Plus de 500 policiers blessés, plus de 500 arrestations. Le nombre disproportionné de contrôles d'identité ciblant les jeunes noirs est le vrai déclencheur de beaucoup d'émeutes urbaines en 1980 et 1981. Ce qui montre que sous plein d'aspects, les politiques thatchériennes ont un impact clairement discriminatoire envers les personnes de couleur en Angleterre. As they say, they're doing their job, yeah? But at the same time, I mean, you have to compromise in a sense where you can't harass people every day, day in, day out, because this skin is black. Are they really doing that? Are they really harassing people every day, day in, day out? Every day. Everybody will back me up. Everyone will back me about that. That's a weird question, you know? In a country like ours, where we're tolerant, we're fair-minded, we believe that everyone is treated equally before the law. Everyone is entitled to equal protection from the police and should help the police. This shouldn't have happened. Au même moment, dans ce pays où tout le monde est égal devant la loi, Margaret Thatcher renforce sa réputation de dame de fer. Elle laisse mourir des membres de l'armée républicaine irlandaise provisoire qui réclamaient le statut de prisonnier politique en grève de la faim en prison. L'un d'eux est Bobby Sands. Depuis sa cellule, moins d'un mois plus tôt, il avait été élu au Parlement britannique. Elle était bien sûr haïe par l'IRA, et particulièrement parce qu'elle n'a pas empêché quelques-uns des terroristes de l'IRA de continuer leur grève de la faim en prison, jusqu'à ce qu'ils en meurent. Mais elle ne s'en est pas souciée. Elle estimait que faire cela était monstrueux et terrible, mais que c'était leur décision. Et s'ils étaient déterminés à le faire, elle n'allait pas les en empêcher. The status of Northern Ireland shall never be changed unless the people of Northern Ireland want it to be changed. And of course any change could go through the United Kingdom Parliament. That's enshrined in law. Nothing can alter that. Parce qu'elle n'a jamais sérieusement imaginé ou entrepris quoi que ce soit pour se diriger vers un processus de paix en partenariat avec le gouvernement de la République d'Irlande,
La lutte n'a jamais cessé. Au sein même de son propre parti, on doute très tôt de la capacité de survie politique de Margaret Thatcher, au vu des résultats que produisent ses méthodes brutales. Nombreux sont ceux qui plaident pour un retour à une politique conservatrice plus conventionnelle. To those waiting with bated breath for that favorite media catchphrase, the U-turn, I have only one thing to say. U-turn if you want to. The ladies not for turning. La vérité, c'est qu'elle avait raison. Il n'y avait pas d'alternative. Et il n'y avait que des conservateurs idiots et malheureusement beaucoup d'économistes pour croire qu'il y avait une alternative. C'était nécessaire politiquement et il fallait aussi qu'elle le dise pour les marchés. Parce qu'à cette époque, le gouvernement britannique avait du mal à vendre sa dette sur les marchés. Donc il fallait qu'on la croie. Et sur ce point, je pense que ce fut le cas. La dette en Angleterre, la dette des ménages a explosé. Ainsi, bien sûr, que la dette publique, qui a augmenté de manière significative. C'était le résultat de la dévalorisation des salaires. Les gens empruntaient pour maintenir leur niveau de vie. Et au niveau national, la conséquence du coût exorbitant de l'assurance chômage. Depuis son arrivée au pouvoir, le nombre de chômeurs a plus que doublé. En 1982, il dépasse les 3 millions, du jamais vu depuis les années 30. There now follows a government statement on the current employment figures. Oh dear. Oh dear, oh dear, oh dear. Oh God. Avec 23% d'opinion favorable, jamais aucun Premier ministre n'a été aussi impopulaire que l'intraitable Margaret Thatcher. Une cible de rêve pour les critiques. Je pense que Margaret Thatcher a rendu les artistes plus politiques. Elle avait une personnalité agressive. Thatcher, du point de vue d'un humoriste, était une évidence. Et ses politiques étaient perçues comme très clivantes. Donc, c'était facile d'avoir une opinion sur elle. I've written a poem, pretty heavy poem actually, and shut up, please. It's an angry poem I've written, and it's called Thatcher, and I'm working on it at the moment. Thatcher! That's about as far as I've got with it at the moment. L'un des grands thèmes de ralliement pour les anti-Thatcher est le lourd budget de défense pour renouveler l'arsenal de missiles nucléaires, alors que les dépenses publiques sont réduites partout ailleurs. One of the weird things about the left is their obsession with slogans, writing slogans on walls, you know, slogans like jobs, not bombs, as if Mrs. Thatcher's going to be walking up Wigan High Street. Oh, jobs, not bombs. Oh, okay. Don't ask me why we need a bomb to destroy schools, hospitals and factories. We should just take our government out and drop it on people. Les bombes, en effet, ne vont pas tarder à tomber. Le 2 avril 1982, l'Argentine envahit les Malouines. Ces petites îles sous administration britannique, à 500 km de leur côte, comptent peu de ressources exploitables et plus de pingouins que de résidents humains. L'enjeu stratégique est nul. Mais la brutale dictature du général Galtieri parie sur l'élan patriotique suscité par cette reconquête pour détourner l'attention de son peuple des graves problèmes économiques de l'Argentine. Et c'est un succès total. The crisis to many people seems a little unreal because it's come upon us so quickly.
Are we really going to fight a war with Argentina? Our objective is to recover the Falkland Islands. We have to do what is necessary to that. I wouldn't talk in terms of war. Declaration of war is something different. Let's not get into the technicalities. We must recover the Falkland Islands. There are no technicalities about people losing their lives. That's exactly. I entirely agree. I entirely agree. Pour elle, les Malouines étaient fondamentalement une question de démocratie. Il n'y avait pas de nostalgie ou d'idée que les Malouines pouvaient nous être utiles. Il n'y avait pas d'enjeu sur ce territoire. Ça ne servait plus de base pour des opérations militaires, ni même pour le trafic maritime. Non, ça n'avait rien à voir. C'était le simple principe démocratique de résister aux dictateurs. When you stop a dictator, there are always risks. But there are great risks in not stopping a dictator. My generation learned that a long time ago. Contre l'avis de son ministère des Affaires étrangères, contre l'avis de l'Europe, des États-Unis et contre l'avis des Nations Unies, Margaret Thatcher écarte progressivement toute solution diplomatique. Madame Thatcher n'avait aucune expérience militaire et elle avait vraiment très peur. Elle n'avait jamais imaginé que ce serait facile. Dans une situation d'urgence, quand il y a une crise, le début d'une guerre ou d'une épidémie, les gens se tournent naturellement vers l'autorité élue pour un leadership fort, pour avoir un guide. Je pense que deux choses l'ont incité à agir. La première est que si elle perdait, c'était dehors. If you fail, would you feel obliged to resign? I am not talking about failure. Et la deuxième était qu'elle ressentait une affreuse humiliation pour son pays. Si l'Angleterre avait à concéder une défaite militaire à une dictature de pacotille comme l'Argentine, qu'est-ce que ça disait de nous? Qu'est-ce que ça disait de notre place dans le monde? Le 14 juin 1982, l'Argentine capitule. Le conflit a duré 2 mois et demi et coûté la vie à près de 1000 soldats. Mais l'élan patriotique suscité par cette reconquête détourne l'attention du peuple des graves problèmes économiques du Royaume-Uni. Et c'est un succès total. The British felt they had won a principle. They had proven that it didn't pay to walk in and just take disputed territory. Il faut se rappeler que, bizarrement, jusqu'en 1939, l'Angleterre était encore perçue comme une grande puissance mondiale. Mais elle agonisait depuis longtemps. Et Thatcher a réussi à tirer la queue du lion britannique et à le faire rugir, une fois de plus, et à activer le patriotisme de cette manière. Ce fut très populaire auprès de la majorité des gens, mais particulièrement de la classe ouvrière.
Ça a été une façon de plus de siphonner l'électorat traditionnel des travaillistes. Au moment des Malouines, la cote de popularité du gouvernement était assez basse. Des décisions très difficiles avaient été prises en économie. S'il y avait eu une élection, elle l'aurait probablement perdue. Mais les choses commençaient à s'améliorer au moment des élections. Et il n'y a aucun doute que la victoire aux Malouines a énormément aidé. En 1982, Margaret Thatcher ne bénéficie pas que de l'aura des Malouines. La fin de la récession mondiale fait sentir ses effets et les plateformes pétrolières construites par le Royaume-Uni en mer du Nord sont opérationnelles. L'exploitation de ces énormes gisements commence à remplir les coffres de l'État. Mais surtout, la gauche est complètement divisée. Dans ce contexte plus que favorable, Margaret Thatcher organise des élections anticipées pour juin 1983. Yes, people do know where they stand with us. Yes, they do know we're strong government. Yes, I hope to go on and on. Elle avait face à elle une opposition divisée de deux manières. D'abord, les scissions terribles au sein du Parti travailliste après 1979, que j'ai passé ma quarantaine à surmonter. Et deuxièmement, la division du vote anti-conservateur entre le Parti travailliste, avec environ 30%, et les libéraux et les sociodémocrates, avec environ 20%. Ça a aidé à éparpiller les votes. Mais il y a aussi le fait qu'il refusait obstinément de comprendre ce qu'elle faisait. Il disait simplement « Elle est méchante, horrible, extrême, et donc tout le monde va voter pour nous ». Mais la politique, ça ne marche pas comme ça. 1, 2, 3, 4. Who has the will? Who has the drive? Who's going to bring this old country alive? Maggie Thatcher. It's Thatcher for me. 2, 3, 4. Thatcher, Thatcher, Thatcher. Not a man around to match her. Who sets a pace clear of the pack? Who has pizzazz that the gentlemen lack? Maggie Thatcher. To you, Mrs. T. 4, 5, 6. What a situation. What a turn up for the nation. Maggie Thatcher. Put your savings in the bank and they'll nationalize it. Put your savings in a pension fund or a life assurance company, and a Labour government would force them to invest the money in their own socialist schemes. Put your savings in your socks and they'd nationalize socks. Tory, Tory, the only party for me. Say no to Labour and no to SDP. Margaret Thatcher a désormais le pouvoir bien en main, y compris au sein de son parti. Elle n'a plus à faire de concessions politiques. Les Thatcheriens peuvent accélérer leurs réformes économiques. I think it takes you quite a long time and quite a little experience in politics to know that the battles of peace are even more difficult to solve than the battles of war. Yeah. L'un des secteurs clés où réduire les dépenses de l'État est l'industrie du charbon, de plus en plus déficitaire. Mais le gouvernement sait qu'il risque la confrontation avec le NUM, le puissant syndicat des mineurs. C'était le syndicat le plus politisé, le mieux organisé, avec la plus longue expérience du militantisme. C'était les troupes d'élite de la classe ouvrière. Donc si vous les battez, vous remportez la victoire. C'est Waterloo. Pourquoi Thatcher a-t-elle pu se débarrasser complètement de l'industrie du charbon? Parce que le pays n'en avait pas besoin, c'est aussi simple que ça. Pour commencer, nous avions beaucoup de pétrole et de gaz naturel, d'énormes quantités, à tel point qu'on en vendait et que ça a soutenu notre régime branlant pendant des années. Il faut le replacer dans le contexte historique, car ce sont les mineurs, en 1974, qui avaient fait tomber le gouvernement conservateur dont elle faisait partie. Et donc elle savait que cela allait se reproduire, à moins de réunir certaines conditions.
Il faut d'importants stocks de charbon dans les centrales électriques. Il faut prévoir des centrales à double alimentation qui peuvent passer au pétrole en cas de grève des mineurs. Des lois syndicales qui interdisent ce qu'on appelle des piquets de grève secondaires qui permettaient aux grévistes de tout bloquer, pas seulement leurs propres mines. Modifier la législation de la sécurité sociale pour que les grévistes ne soient pas indemnisés par l'État. Enfin, coordonner les forces de l'ordre, car nous n'avons pas de police nationale en Grande-Bretagne. Lorsque les mineurs organisaient des grèves dans tout le pays et se déplaçaient avec leurs piquets de grève, il fallait mieux coordonner les informations pour s'assurer qu'ils ne bloquaient pas les centrales électriques, etc. Et surtout, avoir à disposition des forces de police mobiles qui puissent protéger quantité de chauffeurs routiers disposés à franchir les piquets de grève. L'industriel Ian McGregor est nommé directeur de la Commission nationale du charbon. Il était à la tête de celle de l'acier en 1980, lors de l'échec de la grève de la sidérurgie. En mars 1984, est annoncée la fermeture imminente de 20 mines déficitaires qui se mettent en grève. We just can't continue to produce coal and stack it up in order to please all of the people who want to continue to produce coal without a market. The McGregor Plan will give this country the best hope of a good coal industry it's ever had. Persuadé que le gouvernement ne s'en tiendra pas à la fermeture de 20 puits, le président du NUM, Arthur Scargill, appelle immédiatement à une grève nationale sans prendre le temps de passer par un vote du syndicat. This special conference further agrees to call on all areas to join with the 80% who are already on strike and ensure Scargill se retrouve avec une grève qui est déclenchée à un très mauvais moment pour les mineurs. Elle est lancée au printemps, ce qui n'est pas le bon moment pour faire grève, parce que vous avez évidemment besoin de moins d'énergie que si elle était lancée au début de l'hiver. Et surtout, elle est lancée d'une manière qui divise le NUM lui-même. Les mineurs ne se mettent pas tous en grève, ce qui est un énorme avantage pour les conservateurs. When you live in a village and come from a village what's connected to a mine, then what happens in community happens to everybody. Now, when a person out of community breaks that and goes to work, then they isolate themselves. It's a matter of them going to work with police protection, going home from work with police protection, then locking themselves in their houses. Des policiers arrivent en renfort dans les communautés minières pour maintenir l'ordre et assurer la protection des non-grévistes. Des policiers endurcis qui avaient eu à gérer les émeutes urbaines comme celle de Toxteth à Liverpool ou Brixton à Londres. La police urbaine avait l'habitude de ces situations. Ils avaient des stratégies et ils avaient été formés. La plus agressive démonstration de force se produit en juin 1984, à la bataille d'Orgreave. J'étais là en tant qu'observateur, et au plus fort des violences, c'était terrifiant. Et si vous aviez le moindre bon sens, vous partiez en courant. On sentait l'impact des sabots des chevaux. C'était comme si les réverbérations vous remontaient le long de la colonne vertébrale. Ils cherchaient juste des gens à arrêter ou à frapper. C'était une émeute, mais du côté de la police. I must tell you that what we've got is an attempt to substitute the role of the mob
for the rule of law, and it must not succeed. Go on, take your bloody pictures now! Go on, film them. Margaret Thatcher durcit encore son discours. Elle tente de saper l'image des mineurs dans l'opinion publique en les qualifiant d'ennemis de l'intérieur. The violence and intimidation we have seen should never have happened. It is the work of extremists. It is the enemy within. Elle a parlé d'ennemis de l'intérieur, en faisant référence aux mineurs de son propre pays. L'ennemi de l'intérieur. Un ennemi qui était pratiquement associé, du moins en rhétorique, à des terroristes comme l'IRA. Le 11 octobre 1984, pendant la conférence du Parti conservateur, Margaret Thatcher est au Grand Brighton Hotel, comme nombre de participants. Mais à 3 heures du matin, une bombe explose, posée par l'IRA. Ils ont tué plusieurs personnes, dont un collègue du Parlement. Ils ont estropié plusieurs ministres. Ils ont tué la femme d'un ministre, en ont estropié une autre, et ainsi de suite. Elle était là, mais elle n'a pas été blessée. Lorsqu'elle a dit « ennemi de l'intérieur », elle ne parlait pas de l'IRA, mais il faut se remettre dans le contexte. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui à quel point ces conflits étaient violents. You hear about these atrocities, these bombs. You don't expect them to happen to you. But life must go on as usual. And your conference will go on. Conference will go on. The conference, all right, John, the conference will go on as usual. La conférence du parti commence à l'heure prévue, 6 heures après l'attentat. En dépit des circonstances et du choc, Margaret Thatcher ne laisse aucun répit à son autre et principal ennemi. It seems that there are some who are out to destroy any properly elected government. They are out to bring down the framework of law. That is what we have seen in this strike. Democracy will prevail. En plus des attaques de Margaret Thatcher, les mineurs reçoivent peu d'aide des syndicats des autres industries qui préfèrent éviter de subir le même sort. Ce sont leurs femmes qui leur apportent le plus grand soutien. Elles s'engagent dans la lutte sous l'étiquette WAPC, les femmes contre les fermetures de puits. Le militantisme des femmes a été réellement vital pour continuer la grève pendant une année entière. Elles ont commencé à organiser leur propre marche pour faire savoir que les femmes soutenaient leurs maris et la grève. Il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien. On s'est dit, bon, on va faire la cuisine et nourrir les gens. Et on est allé un peu partout. Et c'est là que j'ai rencontré Betty. On s'est dit, on va rejoindre les piquets de grève. Ils ne peuvent pas nous virer, puisqu'on ne travaille pas ici. À ce moment-là, la présence de femmes sur les piquets de grève aux côtés des hommes a été une évolution extrêmement importante, car elle indiquait que ces femmes ne se contentaient pas de se tenir derrière leurs hommes, elles s'appropriaient elles aussi l'espace public. Armée de son fameux bon sens de la ménagère, Margaret Thatcher ne comprend pas que les femmes soutiennent un mouvement qui met en péril les finances du foyer. Elle pensait que les femmes n'accepteraient pas que les hommes fassent grève et les difficultés que cela impliquerait. Elle se faisait appeler la Dame de Fer, alors nous, on s'appelait les centaines de Dames de Fer. On est là et on va gagner. Are you a fighter? I'm sure a fighter. You can ask her what I am a fighter. And so are my lasses fighters. We're all fighters. That's what it's all about, really. Pendant la grève, nous prenions la parole partout, dans tout le pays et dans le monde entier. Et j'étais souvent invitée dans des universités et des grandes écoles. Et souvent je me disais, quand cette grève sera terminée, je ferai des études. Sans les femmes contre la fermeture des puits, ça ne serait jamais arrivé. Women have risen up
into and formed themselves and organised themselves and will never ever be the same again. Not ever when this is won will never be the same again. Because win it, we win. Le fait qu'elles aient pris conscience de leur talent ne doit pas faire oublier que c'était un événement terrible. Le fait de découvrir que vous êtes un héros en temps de guerre ne justifie pas la guerre. Miners opened their lockers and donned their hats for the first time for 54 weeks. In the Doncaster area, the strike had been solid throughout. Épuisés et ruinés par un an de grève, les mineurs sont contraints de reprendre le travail en mars 1985. À bien des égards, c'était une tragédie. Ça a détruit le gagne-pain de dizaines de milliers de mineurs. Et ça a brisé certaines communautés minières qui étaient très soudées, avec de fortes traditions. Tout le monde avait sa propre fanfare, ses propres bannières, mais ils étaient l'ennemi de l'intérieur, car ils étaient déterminés à déstabiliser la démocratie dans ce pays, à la faire tomber. Et ça, c'est un ennemi de l'intérieur. Il n'y avait qu'un seul ennemi de l'intérieur, et c'était elle. Un ennemi qui détruisait des communautés soudées. Tout ça a disparu aujourd'hui. On a tout perdu. La destruction de familles, la destruction de mariages, la destruction de communautés, la transformation de communautés qui fonctionnaient et se soutenaient mutuellement, en villages et en zones dévastées, que les gens ont quittées. Les enfants se sont tournés vers la drogue. Et il y avait une telle tristesse, une telle misère, de telles difficultés. C'est le gouvernement Thatcher qui en est responsable. C'est un processus général. L'affaiblissement des syndicats signifie qu'il est plus facile de privatiser les industries où les syndicats ont été très puissants. Et la privatisation de ces industries, à son tour, affaiblit encore plus les syndicats. Les syndicats vaincus, la privatisation des entreprises publiques peut commencer. British Telecom, dès novembre 1984, est la première opération d'envergure. Le gouvernement Thatcher vend des rêves d'argent facile et de monde nouveau. Avant cela, on avait le sentiment que l'actionnariat et l'investissement se faisaient de manière mystérieuse, dans des bureaux lambrissés de la City à Londres, et qu'il fallait un agent de change. Toute la campagne autour de la privatisation de British Telecom consistait à dire non, c'est facile. Il y avait des formulaires dans votre journal. Il suffisait de les remplir. Pour les Thatchériens, l'objectif des privatisations n'est pas seulement la rentabilité ou la compétitivité. Il s'agit de modeler une nouvelle société à travers un projet politique plus large, le capitalisme populaire. Popular capitalism is nothing less than a crusade to enfranchise the many in the economic life of the nation. We conservatives are returning power to the people. That is the way to one nation, one people. Ils ont donc mis de côté un certain nombre d'actions qui n'étaient disponibles que pour le grand public, pour empêcher les grands investisseurs d'acheter en bloc la majorité des actions. L'un des objectifs était que cela conduise beaucoup plus de citoyens britanniques à détenir directement des actions, ce qui encouragerait les gens à soutenir les partis qui sont en faveur du capitalisme, puisqu'ils deviendraient des capitalistes miniatures. Sorry, Mike, you've got to go. These British gas shares. It couldn't be easier to do. Phone this number, and they send you information on how to apply. Oi! Oh, I'm glad you're here. This'll interest you. British gas shares. They come out in November. What's up? You know these British gas shares? They're really easy to do. Les gens ont adoré les privatisations, ce qu'on appelle le capitalisme populaire ou la nouvelle culture entrepreneuriale. C'était vraiment ce que Mme Thatcher voulait relancer. Parce qu'elle se rappelait l'époque où la Grande-Bretagne avait été très entreprenante au XIXe siècle. Et elle avait le sentiment que nous avions perdu tout cela. Dans le cocon de l'aide sociale, vous savez, du berceau à la tombe, cette espèce d'oisiveté engourdie. Phone 0272-272-272 anytime. Le projet utopique du capitalisme populaire n'est pourtant pas la réussite spectaculaire que les Thatchériens espéraient. Any more applications for British
The list is closing in a moment. La plupart des gens ont revendu leurs actions presque immédiatement pour réaliser un gain rapide. Puis ont dépensé l'argent en... eh bien, on ne sait pas quoi. Ça a été leur grande aventure dans l'investissement direct. Et on assiste ensuite à une concentration continue de l'actionnariat entre les mains de grands investisseurs institutionnels. Et le petit actionnaire est très largement évincé. En quelques années, la concentration des actions dans ce qui avait été les services publics était aussi importante que dans le secteur privé conventionnel. Pour le capitalisme populaire, on repassera. Après les entreprises publiques, c'est au tour de la Bourse de Londres elle-même de se retrouver dans le collimateur du gouvernement. Elle était le précaré de la classe supérieure britannique contre laquelle la fille d'épicier a toujours nourri un désir de revanche. Fin octobre 1986, c'est le Big Bang. Les transactions financières ne nécessitent plus d'avoir son réseau dans la City, le quartier d'affaires de Londres. Elles peuvent même se faire au téléphone ou par ordinateur. Mais surtout, la bourse est totalement dérégulée, ce qui va en faire une des places financières les plus attractives, mais aussi les plus opaques au monde. Cela présentait d'énormes avantages pour la finance internationale, car cela signifiait, à certains égards, que la City de Londres était considérée par le gouvernement britannique comme un paradis fiscal offshore. Toutes ces entreprises en sommeil de la City ont fait l'objet d'offres de rachat de la part de grandes banques américaines et européennes, qui leur ont fait des offres qu'elles ne pouvaient refuser. C'est ainsi qu'est née la City d'aujourd'hui. Et cela, bien sûr, est à l'origine du gigantesque effondrement de 2007-2008. La mélodie qui a tant enchanté le système pendant une dizaine d'années s'est lentement et sûrement transformée en horrible complainte, en hymne funèbre. So popular is our policy that it's being taken up all over the world, from France to the Philippines, from Jamaica to Japan, from Malaysia to Mexico, from Sri Lanka to Singapore. L'argent coulait à flot avec la dérégulation de la City. MTV était pleine de clips qui disaient « La vie est une fête ». Tout le monde semblait s'ébattre avec des filles en bikini. Tout le monde semblait au moins prétendre prendre des drogues. Les gens commandaient des bouteilles de champagne à déjeuner. En Angleterre. En Angleterre, où on faisait durer une bouteille de bière brune jusqu'à Noël. C'était le consumérisme outrancier, l'individualisme. La bourse est partout. Elle devient un divertissement, une pièce de théâtre, le thème des blagues ou des tubes du moment. Le thatcherisme, c'était juste « tu le veux, tu le prends ». Les nouvelles technologies arrivaient et les gens possédaient des trucs. Quand j'ai reçu mon premier téléphone, livré par la compagnie de téléphone, il était marron. Je ne veux pas d'un téléphone marron. Désolé, c'est votre téléphone. On est brusquement passé de ça à tout le monde qui disait « tu peux avoir ce que tu veux ». Tu peux avoir une télé stéréo, tu peux avoir un téléphone portable, tu peux avoir un ordinateur, tous ces trucs. Donc, ça a légèrement terrassé le socialisme. Il y a une familiarité et une acceptation croissante du rôle du libre marché dans la vie quotidienne et dans la façon dont la société fonctionne. Mais tout le monde ne profite pas de cette nouvelle économie financiarisée. Les inégalités ont augmenté massivement pendant ces années-là, avec une répartition géographique bien précise. Les régions qui dépendaient de l'industrie manufacturière, de l'industrie lourde et de l'exploitation minière se sont appauvries considérablement, alors que Londres et le Sud-Est s'en sont très bien sortis pendant la décennie Thatcher.
L'une des choses qui n'est pas appréciée à sa juste valeur dans la politique de Mme Thatcher, c'est qu'elle a permis de rendre très égalitaire le bas de l'échelle des salaires. C'est au sommet que les inégalités ont augmenté, parce que nous avons eu davantage d'entreprises prospères, plus d'hommes d'affaires qui ont réussi dans le cadre de cette renaissance entrepreneuriale de l'économie. Do you require more skill? I haven't got no skill. What? No, but we can train you to have some. But you won't give me the money while I am training. You won't give me the money while I am training. All she's on about is these high-tech, going to college and all this. I'm thick. I'm not a college man. I'm a labourer. That's all I want is a labouring job. She's took them all away. Pendant cette période, les performances de l'économie britannique étaient épouvantables. Mais en récompensant les plus aisés par des baisses d'impôts et en ignorant les moins aisés, qui n'allaient de toute façon pas voter conservateur, elle a donné l'impression de gérer l'économie avec succès. Ceux qui profitent des années Thatcher la réélisent pour un 3e mandat en juin 1987. Par intérêt personnel et sans forcément l'apprécier. Victoire après victoire, la Dame de Fer pense être aussi indéboulonnable qu'infaillible. Ses propres ministres, eux, la trouvent de plus en plus tyrannique. Elle était devenue très dominante au sein du gouvernement. Elle connaissait tous les dossiers mieux que n'importe lequel de ses ministres. Elle était là depuis plus longtemps. Elle avait fait le tour de ces questions. Cela la poussait parfois à les renvoyer dans les cordes, comme s'ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Do I look the sort of person who'd carry around a blood-stained knife in her handbag? Look, a blood-stained knife in her handbag! One of us will be next! Elle est devenue plus méfiante envers ses collègues, en partie parce qu'elle craignait toujours que son poste soit menacé. Et ils en avaient de plus en plus assez d'elle, bien sûr, parce qu'elle était là depuis si longtemps et qu'ils se disaient « Pourquoi ce ne serait pas notre tour ?» Margaret Thatcher se tourne davantage vers l'international, où elle se sent moins menacée et plus respectée. Tout au long de ses 3 mandats, sa croisade contre le socialisme se mène aussi bien au Royaume-Uni que dans le monde. Je pense qu'il faut considérer sa façon de voir le monde comme cohérente, comme un tout. Ainsi, lorsqu'elle affirme que l'Union soviétique est néfaste, et ce n'était pas du tout à la mode dans les années 70, cela faisait partie du même raisonnement qui implique de réduire les impôts ou de réduire le pouvoir des syndicats. Elle multiplie les échanges avec Mikhaïl Gorbatchev, qui engage l'Union soviétique sur la voie des réformes. Il l'invite à Moscou en 1987. Mais plus que tous les efforts diplomatiques, c'est l'effondrement progressif de l'URSS sous le poids de ses propres difficultés internes et la dislocation du bloc de l'Est après la chute du mur de Berlin en 1989 qui précipite la fin de la guerre froide. Ce n'est pourtant pas qu'une bonne nouvelle pour Margaret Thatcher. Tous les grands combats qu'elle comptait mener en entrant en politique ont été menés. À quoi sert-elle encore dans ce nouveau monde ? Je ne pense pas qu'elle ou Reagan auraient prospéré en politique aujourd'hui, ou même il y a 20 ans. Ils ont été façonnés par leur époque. La grande confrontation de la guerre froide, la menace nucléaire et tout cela. Ils étaient des créatures de cette époque. Mais ils étaient tous deux de magnifiques créatures de cette époque. La guerre froide lie Thatcher à toutes sortes d'institutions. L'OTAN, évidemment, et l'Alliance anglo-américaine, mais aussi au début à la communauté européenne. Elle voit la communauté européenne comme un organisme occidental nécessaire, entre autres, pour contrecarrer l'influence communiste. C'est évidemment une des raisons initiales fondamentales de l'intégration européenne, qui est importante pour Thatcher. Mais elle le devient beaucoup moins une fois la menace soviétique disparue. C'est la question de l'Europe qui va causer sa perte. Très pro-européenne à ses débuts, elle cherche de plus en plus la confrontation avec l'OTAN dans son style inimitable. Elle était très anti-allemande, je dois le dire.
Un jour, elle m'a pris à part lors d'une soirée et m'a emmené dans un coin de la pièce. J'ai donc pensé qu'elle voulait me dire quelque chose de secret. Et elle m'a dit « Savez-vous quel est le problème avec le chancelier Kohl ?» Et j'ai dit « Non, je ne sais pas. Quel est le problème ? C'est un Allemand. » Donc, c'était un problème. If we did not retain our national identities in Europe, the dominant people in Europe would be German. Elle était connue pour la vigueur de ses échanges. Une fois, elle était allée voir le président Mitterrand. Nous avions terminé un peu plus tôt que prévu, et Mitterrand a dit « Si nous faisions un tour dans le jardin », et ils ont disparu. Quelques heures plus tard, ils sont revenus, et Mitterrand serrait un mouchoir ensanglanté autour de sa main. Je me suis dit « Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Elle ne l'a pas mordu quand même. » En fait, il avait un chiot à l'époque qui lui avait mordu la main. Ça a été l'une des expériences les plus saisissantes de ma vie. Le président de la Commission européenne, Jacques Delors, plaide pour un transfert de pouvoir politique plus important des États vers l'Europe. Les relations avec Margaret Thatcher s'enveniment. Mr. Delors said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community, he wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No, no, no. I have not attacked the Prime Minister. The best demonstration is the mood in what I met the Prime Minister this morning. No, I am very stressed by the type of remark. It's not true. De son point de vue, en tant que socialiste français, ce n'était qu'une arme pour créer un pouvoir central qui pourrait ensuite faire avancer, en réalité, la cause du socialisme. Bon, probablement pas. Il n'était pas ce que j'appellerais un socialiste enragé. Il était plutôt... Disons qu'il avait l'esprit social. In a democratic community, it's possible to have an open discussion even with your Prime Minister. Donc on peut dire que la première graine du Brexit a été plantée à la fin des années 80 par la brouille de Lord Thatcher. En 1988, Margaret Thatcher prononce un discours à Bruges qui amplifie le scepticisme des Britanniques envers l'Europe. Perhaps I should congratulate you on your courage. If you believe some of the things said and written about my views on Europe, it must seem rather like inviting Genghis Khan to speak on the virtues of peaceful coexistence. We have not successfully rolled back the frontiers of the state in Britain, only to see them reimposed at a European level, with a European superstate exercising a new dominance from Brussels. Ce que Thatcher a fait, c'est donner une respectabilité à l'idée que la source de tous les problèmes, voire de tous les maux du Royaume-Uni, était notre appartenance à la communauté européenne. Elle n'a jamais fait de discours public en faveur du Brexit, mais elle a explicitement dit dès le début des années 90 en privé que nous devrions quitter l'Union européenne. Elle me l'a dit à moi, ainsi qu'à beaucoup d'autres. Je pense donc que l'on peut dire qu'elle est la mère de ce mouvement. Mais elle avait toujours réussi à trouver des solutions où la Grande-Bretagne disait « Très bien, vous autres, vous voulez y aller? Nous n'irons pas. Nous resterons à part, mais toujours au sein de l'Europe. » C'est pourquoi je pense qu'elle n'aurait jamais souhaité que la Grande-Bretagne quitte l'Europe. Charles Powell, selon moi, est un apprenti sorcier. Il joue un rôle important, comme par exemple dans le discours de Bruges. Il devient une figure très puissante à la fin des années 80. Mais en fait, je ne pense pas qu'il soit anti-européen, et il est contre le Brexit. Et je pense qu'il est plutôt horrifié par ce genre de sous-produit du thatcherisme. Powell lui-même, je dois dire, est un des personnages clés de l'affaiblissement de Thatcher. Je sais que j'ai été fort critiqué à cette époque pour avoir trop d'influence sur elle et qu'on voulait se débarrasser de moi. Mais Margaret Thatcher avait un principe très fort qui était le suivant. Les conseillers conseillent, les ministres décident. C'était la réalité. Je n'ai été élu par personne.
Je ne décidais de rien. Si elle me demandait conseil, je pouvais la conseiller. Et je l'ai évidemment fait. Margaret Thatcher ne parvient même plus à s'entendre avec ses plus anciens et plus proches collaborateurs qui œuvrent à l'adoption par le Royaume-Uni de la future monnaie européenne à laquelle elle est opposée. Son ministre des Finances, Nigel Lawson, démissionne en 1989. Et un an plus tard, c'est au tour de Geoffrey Howe, son souffre-douleur favori. En 1990, elle introduit la poll tax, sorte d'impôt local au montant à peu près identique pour tous, indépendamment des revenus ou du logement, contre l'avis de nombre de ses collègues. Cela illustre combien elle pouvait être inflexible et s'obstiner dans ses décisions une fois qu'elle les avait prises. Les Britanniques refusent tout simplement de payer. L'opposition à la poll tax culmine avec des émeutes qui rappellent douloureusement celle de Brixton au début des années 80, ou encore la bataille d'Orgreave pendant la grève des mineurs. Les élites s'inquiétaient de l'Europe et le peuple s'inquiétait de la poll tax. Donc elle était attaquée des deux côtés. En général, elle pouvait utiliser le peuple contre les élites, mais le peuple se retournait contre elle à cause de la poll tax. Ces deux problèmes se sont noués et il y a eu une sorte de complot contre elle en novembre 1990. Les Tories se retournent contre cette satanée bonne femme, comme ils ont pris l'habitude de l'appeler. Après 12 ans de thatchérisme, la misogynie n'a pas beaucoup reculé. Some people were talking about the TBW factor. Now, does the central office? What the TV? Well, the central office used this phrase. If they I've haven't never told, heard they it. should have told you. What, TVW? I'm afraid it means, if you'll excuse, Television? Not quite. It means actually that bloody woman factor. In fact. Oh dear, how dreadful! Isn't that awful? Yes, But they isn't don't it tell silly? you. See, they don't tell you. Ça a tout simplement trop duré. Son mari, Denis, en qui elle avait confiance, après 10 ans au pouvoir, en mai 1989, lui a dit « Allez ma chérie, il faut partir ». Et elle a répondu « Oui, d'accord ». Mais bien sûr, elle ne le voulait pas. Elle a commencé à dire « La reine n'aimerait pas ça. Ce serait difficile pour elle qu'il y ait des élections maintenant. » N'importe quoi. Elle est restée 18 mois de plus et ça a été un désastre. Le 28 novembre 1990, elle est poussée vers la sortie par son propre parti, son propre gouvernement. Elle est remplacée par son ministre des Finances, John Major. We're leaving Downing Street for the last time after 11 and a half wonderful years, and we're very happy that we leave the United Kingdom in a very, very much better state than when we came here 11 and a half years ago. C'était un couteau cinglé qui déchirait la société britannique. Elle croyait en l'idée de Margaret Thatcher. Elle se disait qu'elle était Margaret Thatcher et qu'elle pouvait faire ce que fait Margaret Thatcher. Et qu'elle l'ait fait ou non n'a pas vraiment d'importance. Tout le monde pense qu'elle l'a fait. Oh, look at me. White cheeks, sunken eyes, wrinkles. I'm getting old and ugly. How dare you call me old and ugly? Who are you? There's two sides to your personality, Margaret. The nasty, evil side. And then me. The even more nasty, evil side. There seem to be two Mrs. Thatchers sometimes. 3 at least. Le thatchérisme au Royaume-Uni, mais aussi le triomphe des idées néolibérales un peu partout dans le monde depuis les années 80, n'ont pas seulement transformé les partis conservateurs. Depuis, certains ne connaissent plus leur gauche et leur droite. La société tout entière s'est convertie au libre marché. Le capitalisme populaire n'aura pas complètement échoué. Pourtant, la morale austère transmise par son père à Margaret Thatcher est en contradiction totale avec le monde contemporain qu'elle a contribué à façonner. L'héritage de Thatcher, c'est le pays schizophrène dans lequel nous vivons aujourd'hui. La plupart des grands États-nations souffrent de schizophrénie. Ils souffrent de divisions et de polarités irréconciliables qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. On pourrait dire que Harry et Meghan qui vont en Amérique, c'est totalement thatchérien.
créé leur propre chaîne YouTube pour faire du fric avec leur statut royal. Ils ont bu jusqu'à la lie au calice du thatchérisme. La schizophrénie est partout. Et on est très mal placés, nous, les baby-boomers tardifs ou la génération X, qui ont en fait bien profité des réformes économiques de Thatcher, pour prétendre qu'on s'est toujours opposé à elle et qu'on est dans le camp des anges. La réalité, c'est que ça a été comme on dit, prends l'oseille et tire-toi. How about going on to be Prime Minister in the year 2000, when after all you'll only be 75? Well, you never know. I might be here, I might be twanging a harp. Just let's see how things go.